En Espagne, la commission électorale prolonge le délai de vote par correspondance à quelques heures de l'échéance pour les législatives de dimanche. Troisième nuit consécutive de bombardements russes sur Odessa et Mykolaiv. Destruction, morts et blessés, la rancœur s'accumule contre le Kremlin. Le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a annoncé jeudi sa candidature aux élections législatives néerlandaises. Le haut-commissaire aux droits de l'homme revendique plus d'éducation pour lutter contre le populisme et le sectarisme. Convoquées au beau milieu de l'été, les élections législatives espagnoles de dimanche ont forcé plus de 2 600 000 électeurs à voter par correspondance, vacances oblige. Signe d'une fébrilité autour du sujet, la commission électorale a décidé ce jeudi, à quelques heures de l'échéance, de prolonger le délai de remise par les électeurs des enveloppes de vote à la poste jusqu'au vendredi 21 juillet à 14 h, afin de faciliter autant que possible le droit de suffrage des citoyens. Depuis le début de la campagne électorale, l'opposition met en doute la capacité des services postaux à faire face à cet afflux. Il était surnommé El Guapo, le beau, lorsqu'au début des années 2000 à Madrid, il a commencé à gravir les échelons du PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol. Grand, athlétique et déterminé, Pedro Sánchez est un économiste polyglotte qui, dès 2014, obtient le poste de secrétaire général du parti. Mais après la déroute des socialistes aux élections de 2016 en Galice et au Pays Basque, Pedro Sánchez est critiqué par des cadres du parti. Une direction provisoire est annoncée, une crise interne au Parti socialiste qui prendra véritablement fin avec l'élection de Sánchez par les militants en mai 2017. Pedro Sánchez a su faire preuve de résilience. En tant que leader de l'opposition, il prendra acte de la tentative avortée de la Catalogne pour devenir indépendante. También apoyaremos la respuesta del Estado social de derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral de la convivencia entre españoles. C'est cet événement qui à la fois donnera un coup de fouet à l'ultra-droite espagnole et conditionnera l'avenir politique de Pedro Sánchez. Quelques mois plus tard, le gouvernement du conservateur Mariano Rajoy tombe sur une motion de censure soutenue par la gauche, jusqu'ici la seule de l'histoire démocratique espagnole. Le 2 juin 2018, Pedro Sánchez devient enfin chef du gouvernement, mais un gouvernement minoritaire. Sa première visite officielle sera pour la France. Le nouveau président du gouvernement espagnol est apprécié en Europe, une idylle qu'il a veillé à entretenir. Mais en interne, il rencontre des difficultés. Ne parvenant pas à faire adopter des budgets, il convoque de nouvelles élections en avril et novembre 2019. Naît alors une alliance avec les partis de gauche réunis au sein d'Unidas Podemos. Le premier gouvernement de coalition d'Espagne voit le jour. Élu sur un programme nettement progressiste et féministe, il va malheureusement subir de plein fouet la crise sanitaire du Covid-19. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. La pandémie a complètement fait échouer les plans du gouvernement de coalition, bien qu'il ait obtenu une aide financière substantielle de Bruxelles pour garder la tête hors de l'eau. 2 ans plus tard, le déclenchement de la guerre en Ukraine n'a pas non plus aidé le gouvernement. Cependant, ce contexte morose n'a pas empêché le gouvernement de Pedro Sánchez de mettre en œuvre des mesures ambitieuses, telles que la réforme du travail et des retraites ou l'augmentation du salaire minimum. Souvent, Pedro Sánchez a été contraint de conclure des pactes avec les nationalistes et les partis indépendantistes, ce qui lui a valu de vives critiques de la part de la droite. Après avoir voulu faire des dernières élections régionales et municipales un plébiscite, Pedro Sánchez a assumé la défaite du Parti socialiste. Il a décidé de tout miser sur ces législatives anticipées du 23 juillet. Tout semble contre lui, mais ce n'est pas la première fois de sa carrière politique. C'est lors du débat électoral houleux entre Alberto Núñez Feijóo et Pedro Sánchez que tous les Espagnols ont découvert la prestance politique du chef de file du Parti populaire. Le leader de l'opposition espagnole, bien connu en Galice, est apparu comme une alternative au Premier ministre socialiste au pouvoir depuis 2018. Alberto Núñez Feijóo s'est non seulement imposé face à l'expérimenté chef de gouvernement, mais il aurait convaincu de nombreux indécis à la recherche d'un changement de cap. Bien qu'il dirige le Parti populaire depuis plus d'1 an, le conservateur a su rester discret. Il a passé la majeure partie de sa carrière politique en Galice, à la tête du gouvernement régional pendant 13 ans, de 2009 à 2022. Il aurait empêché l'apparition de l'extrême droite, notamment de Vox, en jouant la carte du centrisme et en prenant le faire plus avec moins.
Né dans une famille modeste, il a suivi des études de droit et lorsque son père se retrouve au chômage, il décide de laisser tomber la carrière de magistrat pour entrer dans l'administration et devenir haut fonctionnaire. Cette photo a été prise en 1995 et il le regrette sûrement. Alberto Núñez Ferro, alors membre du gouvernement galicien, pose sur un yacht avec un narcotrafiquant. L'homme politique assure qu'il ne savait pas que c'était un trafiquant de drogue et qu'ils n'étaient même pas amis. Publiée pour la première fois en 2013, la photo est réapparue dans les médias dans la dernière ligne droite de cette campagne électorale. La presse de gauche lui demande de s'expliquer, mais il fuit les débats. C'est en 2006 qu'Alberto Núñez Ferro a pris la tête du Parti populaire en Galice et en 2009 qu'il rencontre sa compagne actuelle, une femme d'affaires galicienne, devient père et prend fermement les rênes du gouvernement régional. Pendant des années, Ferro a rejeté l'attrait de Madrid. Sa seule ambition était tournée vers la Galice. Mais lorsque le PP a été ébranlé par des conflits internes, il n'a pu ignorer l'appel à l'aide. Ferro représente l'unité, l'efficacité et la prévisibilité. Seules ses positions en matière de politique internationale restent assez floues. Sa principale promesse est d'abolir le sanchisme, qu'il a défini comme l'art d'accepter de faire n'importe quoi avec n'importe qui et à n'importe quel prix afin de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Cette promesse peut être vue comme un appel populiste et direct aux Espagnols qui souhaitent un changement de cap politique. Depuis le dernier débat, les sondages indiquent un déplacement des voix de l'extrême droite, mais aussi des socialistes vers le Parti populaire espagnol. Comme il l'a fait en Galice, le conservateur Alberto Núñez Ferro demande une majorité qui lui permette de gouverner sans contrainte ni surprise. La colère contre Vladimir Poutine déborde à Mykolaiv. Depuis mardi, cette grande ville industrielle du sud de l'Ukraine est bombardée chaque nuit par l'armée russe. De nombreuses maisons ont été complètement détruites. Au moins 19 personnes ont été blessées, dont un enfant. Sous les décombres, beaucoup de rancœur accumulée. Никаких тут объектов точно нет, это я 100% вам говорю, я здесь живу 40 лет, поэтому я знаю. La ville portuaire d'Odessa, située à environ 100 km au sud-ouest, a également été touchée pendant 3 nuits consécutives. Au moins une personne est décédée la nuit dernière. La Chine a confirmé que le consulat qu'elle construisait avait été endommagé par les bombardements russes. Des drones sont également tombés sur des villes contrôlées par la Russie en Crimée. Des médias ont montré les dégâts causés dans la ville de Rosdolne. Selon les autorités locales mises en place par la Russie, l'attaque ukrainienne a fait un mort et visé un bâtiment administratif. Le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a annoncé jeudi se présenter aux élections législatives néerlandaises prévues en novembre. À 62 ans, l'ancien ministre des Affaires étrangères espère ainsi succéder au Premier ministre Mark Rutte, qui a annoncé qu'il quitterait la politique à l'issue du scrutin. Après 1 an et demi d'existence, le gouvernement de coalition est tombé début juillet, emporté par des négociations houleuses entre les partis au pouvoir autour de la politique d'accueil des réfugiés. Dans un contexte de forte tension avec les pays occidentaux, la Russie et la Chine ont entamé jeudi des exercices militaires conjoints en mer du Japon. Ces exercices, qui doivent durer jusqu'à dimanche, impliquent notamment des missions anti-sous-marines et de combat naval, selon le ministère russe de la Défense. Les deux pays, qui partagent une volonté commune de contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine, se sont rapprochés dans le domaine militaire depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Le haut-commissaire aux droits de l'homme s'inquiète de la montée croissante du populisme et des mouvements anti-droits dans le monde, y compris en Europe. Dans une interview accordée à Euronews à Bruxelles, Volker Turk déclare que les principales victimes sont les migrants et les réfugiés, les femmes et la communauté LGBTIQ. We need to fight against bigotry and populism, because all of it is ultimately about who we are, embracing human diversity and the richness of who we are, accepting who we are, no matter who we love and how we want to engage in our lives. I think we need to respect this. This was the biggest promise from the Universal Declaration of Human Rights.
And we need to educate all those who want to push us back into an era that is long gone by. I would like to ask you if you think that the United Kingdom migration bill that has just been passed, somehow to avoid that asylum seekers present their demands in the UK territory, is a blatant disregard of humanitarian law. Well, it's clear that the UK illegal migration bill is in violation of both international refugee law as well as international human rights law. Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights talks about the right to seek and to enjoy asylum from persecution. So you have a right to seek and enjoy asylum from persecution. But if that law bars that right, it is a tragedy. What do you think of the recent agreement between the European Union and a country such as Tunisia, which, of course, also was mentioned by United Nations agencies as a country where human rights violations occur? We need to understand why people are moving. They are moving because of human rights violations in their own countries. Sometimes they end up in horrible situations, in Libya, for example, or in Tunisia, where they are pushed back or where it's very difficult for them to survive. I mean, Libya has these horrific detention centers for migrants and asylum seekers. So the big thing and the big ask is, can we not find alternatives to these horribly dangerous routes that migrants and asylum seekers often have to take? Mr. High Commissioner, thank you very much for being with Euronews. Thank you very much.